Sentiment d'irritation que la lettre autoritaire de mon ami m'avait donné. Quelle drôle d'idée d'avoir une jolie femme de chambre, quelle plus drôle d'idée d'en avoir une laide. Je vous assure que le menton en galoche et le nez verruqueux de Mélanie m'ont souvent rendu mélancolique. Vous êtes absurde. Peut-on voir cette merveilleuse? Au fait, comment s'appelle-t-elle? Aglaé? Quel nom grotesque. Oui, je trouve aussi. Je songe sérieusement à l'appeler Vittoria, comme la chère marquise de Michel-Ange, à laquelle elle ressemble assez. Je vais la sonner pour vous la faire voir. Aglaé parut, je lui donnai un ordre qu'elle reçut avec l'air de déférence sans servilité qui était un de ses agréments, puis elle se retira. Vous êtes complètement folle, cria presque Aimé, la porte à peine refermée. Vous avez sérieusement l'intention de garder cette fille? Je la regardais ébahie, elle était toute rouge mais sans doute, répondis-je, j'en suis très contente, il y a 10 jours qu'elle est ici, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle vaut, pardon? Très bien. Elle m'a fait, sur un modèle de Doncet, une robe qui est admirablement réussie, elle a un service discret, elle est propre, soigneuse, parfaitement convenable, ah oui, parlons-en. Elle en a l'air, en effet, mais qu'est-ce qui vous prend? Demandai-je. La contagion de sa colère commençait à m'envahir. Pourquoi vous montez contre cette fille, que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez rien, ma chère? Je ne la connais pas, c'est exact, mais je connais la vie, un peu mieux que vous peut-être. Je vous dis que, pour une femme de votre âge, c'est une très mauvaise marque, une faute de goût, pour ne dire que cela, d'avoir une femme de chambre de cocotte, en passe de devenir cocotte elle-même, car ça n'est pas autre chose, cette petite, ça se voit de reste. Comment est-elle coiffée avec tous ces peignes, et de quoi a-t-elle l'air? Non, il n'est pas possible que vous la gardiez, vous ne la garderez pas, je vous assure que si, à moins que vous n'ayez à me donner des raisons moins saugrenues, mais c'est vous qui êtes saugrenu. Voyons, est-ce que je ne sais pas ce qui vous convient mieux que vous ne le savez vous-même? J'espérais que vous vous rendiez compte du bien fondé de tous mes conseils, je suis surprise de m'être trompée, peinée aussi je reconnais, vous le savez bien, méchante, l'excellence de tous vos conseils, dis-je d'un ton plus calme, et qui redevenait affectueux, car un peu de remords me reprenait, mais je suis assez grande personne pour pouvoir décider moi, même du choix de mes domestiques. Tout ceci a vraiment bien peu d'importance, et ce n'est guère intelligent de nous disputer quand nous avons tant de choses à nous dire. Vous m'avez joliment manqué, grande chérie, pendant tous ces jours, j'avais mis mon bras autour d'elle. D'un mouvement importuné elle se dégagea. Parlons sérieusement une minute, dit-elle sèchement. Le sujet n'est pas du tout, comme vous dites, sans importance. Cette fille a très mauvais genre, il est certain qu'elle est jolie, beaucoup trop jolie, vous aurez des histoires dans la maison. Je me suis donné infiniment de peine pour vous organiser un personnel correct, il ne faut pas tout déranger pour un caprice. Vous la renverrez, je vous ai trouvé quelqu'un pour la remplacer, une femme sérieuse, d'excellent caractère, parfaitement sûre et avec laquelle il n'y aura rien à craindre, mais, dites-moi, interrompis-je, que peut-on craindre d'une femme de chambre lorsqu'on ne conspire pas, que l'on ne fait pas de fausses monnaies et que l'on n'a ni amant, ni maladies inavouables? Et me tapotait le bras de son fauteuil avec des doigts exaspérés. Vraiment, ma chère petite, pour une femme de tant d'intelligence, vous êtes bien sotte par moments, dit-elle d'une voix toute tremblante de colère mal domptée. Merci toujours. Mais vous avez raison, je suis très sotte, car je ne comprends pas un mot à tout ceci, tant mieux pour vous. Cela prouve en faveur de votre optimisme, fit-elle, avec une ironie méchante. Je vous en prie, Aimé, daignez parler à mon imbécilité en termes qu'elle puisse pénétrer. Que voulez-vous dire? Je veux dire que, quand on tient à son mari, on n'introduit pas chez soi des femmes tournées comme celle-là. Jeta et même eux d'Anglade, le regard dur. Tout mon sang m'était monté à la face. Cette basse insulte à Georges me frappait comme un soufflet haut. Aimé, je ne trouvais rien d'entre à dire. J'avais envie de pleurer, de la battre aussi. Ce dernier sentiment l'emporta sur les autres. Je ne la battis pas, mais je me mis en colère avec un furieux délire. Écoutez, lui dis-je, vous avez eu un mot malheureux et que je n'oublierai jamais. Comment avez-vous pu salir mon mari avec une idée pareille? Vous qui savez quel homme il est, et ce qu'il est pour moi, votre passion de dominer les autres vous a cette fois mené trop loin. J'ai accepté jusqu'ici d'être dirigée par vous comme une petite fille stupide, c'est fini. Je n'ai plus confiance en vous. Pour avoir dit une chose pareille, il faut que vous n'aimiez pas Georges. Je ne veux plus de vos conseils. À l'avenir, je mènerai ma vie comme bon me semblera. Nous ne nous entendons plus.
Aimé s'est élevé, c'est bien, dit-elle, il ne me reste plus qu'à sortir d'ici pour n'y jamais rentrer. J'étais trop hors de moi pour la retenir, mais 1 heure après, mon calme revenu, j'avais des remords insupportables. Je ne comprenais plus comment j'avais pu m'abandonner à ce point, être brutale, injuste, méconnaissante envers cette amie admirable, cette collaboratrice à mon bonheur. Quand M. de Montclair entra, je le mis au courant des affaires, mais, il faut l'avouer, avec beaucoup d'inexactitude. Il m'était impossible de lui dire cette chose monstrueuse, que notre aimé le croyait capable de regarder même une femme de service. Je lui dis que nous nous étions disputés parce que je voulais garder Aglaé, à laquelle M.M. d'Anglade ne trouvait pas l'air comme il faut, et que j'avais été odieuse, mais je me repentais. Je voulais être pardonnée, je renoncerais à ma femme de chambre, que me faisait ma femme de chambre. Tout ceci se termina par beaucoup de pleurs et de sanglots. M. de Montclair se refusa à prendre l'aventure tragiquement, même il parut en être vivement diverti. Il se moqua beaucoup de mon désespoir. Quant à lui, affirma-t-il, ça l'enchantait que nous nous fussions enfin disputés Aimé et moi, on s'affadissait dans cette éternelle bonne entente. Il irait voir M.M. d'Anglade et arrangerait tout. Justement, il était sur le point de s'ennuyer, n'ayant rien à faire de sa fin de journée. Nous étions 2 braves petites de lui avoir trouvé une occupation gai. Consolez-vous, dit-il gentiment. Vous garderez Aglaé, tout s'apaisera. Aimé est toquée, il me semble au contraire qu'elle est très bien, cette petite fille. Allez-vous tremper la tête dans votre cuvette, je vous ramènerai les Anglades à dîner. Il les amena. Je fis les excuses de tout l'élan de mon sœur. Aimé fut bonne princesse et pardonna d'un air de sincérité. M. d'Anglade, qui avait imparfaitement pénétré les détails du drame, fut préoccupé et attendri. Et les choses rentrèrent dans l'ordre en apparence du moins. Quelque chose était changé pourtant. J'avais senti de trop près la mainmise de mon ami sur mon indépendance. Je conservais une impressionnabilité qui en toute rencontre se manifestait par des défenses inutiles. Je prenais des décisions sans avertir Aimé, je cessai complètement de la consulter sur les listes d'invitation de mes dîners, je fis, sans son assentiment, de nouvelles connaissances, j'éprouvais de tout cela des satisfactions perverses. Il même modifiait ses habitudes, mettait plus de réserve dans ses avis, souvent je m'apercevais qu'elle arrêtait des critiques tout au bord de ses lèvres. Il se cristallisait entre nous cette gêne particulière qui corrode puis dissout les intimités. Je sentais, et mes modifications intimes avaient fait une telle route que je l'admettais même, qu'un jour devait venir où nos relations se desserraient. Cela me causait un peu de douleur sourde, mais mon amour pour Georges m'emplissait trop pour que la perte de quoi que ce fût qui n'était pas lui eût pour moi une importance capitale. J'attendais. Un après-midi, j'avais manqué mon essayage chez la couturière, et comme j'avais du temps avant le moment où je devais rejoindre Georges et Aimé dans une pâtisserie pour de là aller au bois, je rentrai chez moi prendre une fourrure, car le vent avait tourné au nord et le froid vif pinçait. En passant devant la porte entr'ouverte du salon, un bruit lointain de voix colère me surprit. Je poussai la porte et j'entrai. Le salon ouvrait sur une salle de billard derrière laquelle se trouvait un petit salon où j'avais plus spécialement réuni mes bibelots gothiques et qu'éclairaient sourdement de très beaux vitraux à sujet sacré. Les 3 pièces n'étaient pas en enfilade, mais tournaient autour de la cage de l'escalier, de sorte que du salon il était impossible de voir dans la petite pièce gothique. Mais on entendait à merveille les gens qui avaient la fantaisie d'y parler trop haut, comme c'était le cas. Et voici ce qu'avec un intense étonnement j'entendis, c'était M.M. d'Anglade qui criait d'une voix rauque, déchirée, furieuse et souffrante, « Vous êtes des misérables, et quant à vous, on vous jettera à la porte aujourd'hui même. Si vous n'êtes pas partis dans 1 heure, allons donc, » répondit une autre voix, dont l'insolence inattendue augmenta un peu mon effarement. C'était la voix d'Aglaé. « Allons donc, vous n'oseriez pas me faire renvoyer. Est-ce que vous pouvez seulement taisez-vous, drôlesse. Je ne vous permettrai pas de me manquer de respect, madame sera avertie, et elle vous chassera, elle vous jettera dans la rue comme vous le méritez. » J'avais rapidement traversé le salon, j'étais au milieu de la salle de billard, lorsqu'Aimé prononça cette phrase. La seconde suivante, arrêtée, immobile, j'écoutais. Une autre voix, celle de Georges. « Madame, je vous en supplie, calmez-vous, pas si haut. » Il parlait bas, lui, presque dans un chuchotement. L'insolente et gouailleuse voix, toute vibrante, recommençait. « Laissez-la, allez, elle ne fera rien du tout. Ayez pas peur.
Allez-y donc dire à madame que je vais avec monsieur. Non, mais allez-y, j'y dirai moi. Vous y allez aussi, et depuis plus longtemps, pas comme moi depuis aujourd'hui, depuis des années. Oh, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Vous n'allez pas manger ça? Oui, oui, c'est vos affaires, et les autres domestiques aussi, et tout le monde donc. Si vous croyez, bien sûr que je sais vous étiez la maîtresse de monsieur bien avant son mariage, et que vous avez empaumé madame pour qu'elle l'épouse et ce soit plus commode. Allez lui dire que je vais avec monsieur. Allez-y marcher, j'ai pas peur de vous. J'étais à la porte du petit salon, tous les trois m'avaient vu, et moi aussi je les voyais dans le demi-jour sanglant et serruler des vitraux d'église. Leur figure me paraissait terrible, la sienne surtout. Oh, cette figure de mensonge, cette figure de crime, cette figure sombre et sauvage qu'il avait aux heures d'amour et qui me donnait le vertige dans ses bras, je la reconnaissais, j'avais compris, son âme lui était remontée à la face. Il y eut un court moment de silence. Aglaé le rompit. Elle va vers moi audacieuse encore, mais les yeux ados si je m'en vais, dit-elle, je demande pardon à madame, qui a été bonne pour moi. C'est pas joli ce que j'ai fait, mais c'est plus fort que moi, j'ai pas pu refuser monsieur, je ne suis pas grand-chose, tout de même il y a encore pire. Et sa face redevenant venimeuse, vous êtes une sale rosse lança-t-elle à aimer, puis elle sortit en courant. Toutes ces choses se passaient avec une démentielle rapidité. M de Montclèves à moi écoutez non, taisez-vous, ne mentez plus, c'est inutile. Sans doute ma tension intérieure communiquait de l'autorité à mon accent, car il n'insista pas. Il se jeta sur un fauteuil, les paumes au visage, simulant un sanglot. L'amour, ça se tue comme un homme, d'une balle qui éclate la cervelle crève le sœur, ça meurt comme ça, raide, sur le coup, en une seconde, je vis le ridicule du monsieur pincé, la bassesse de la comédie tablée sur ma pitié saignante, sur ma faiblesse, sous l'acide de mon effroyable torture tout mon amour décomposé devenait dégoût, à l'affreuse chose qui montait à ma gorge en m'étouffant, qui coulait dans mes veines, qui m'hypertrophiait le sœur, qui allait faire se briser mes tempes. Il ne faut pas, ma volonté pliait, j'allais crier, tomber, mourir. Mais non, il y eut en moi un choc, c'était mon orgueil réveillé, sanglant, furieux. Tout cela avait duré des secondes. Je regardais et même eux d'Anglade, je devais sembler incroyablement calme. Vous aviez raison, dis-je, même les femmes de chambre, j'ai eu tort de ne pas vous croire, vous saviez mieux que moi, maintenant allez, vous-en, non n'expliquez rien, je viens de tout comprendre, cela suffit, ne soyez pas inquiète, je ne dirai rien à votre mari, ce n'est pas la peine que l'on se batte pour cette sale chose, le mépris suffit, vous vous arrangerez pour passer l'hiver hors de Paris. Il faut que je nettoie mes yeux de votre image, quand vous reviendrez je partirai, et puis, après, je m'en fie à votre tact, ce fameux tact dont vous êtes si fier, pour ne pas m'obliger à un éclat pour mercredi, séparé de vous je n'ai plus rien à dire. Vous pouvez vous en aller. À ce moment-là j'ai été très peu sensible à l'immense douleur qui lui déformait les traits. Après j'ai compris qu'elle était torturée de quitter son amant et je l'ai plainte. Même je ne suis pas certaine qu'elle ne souffrait pas aussi de me perdre, car elle m'avait aimé. Le sœur est une mécanique à rouage antagoniste, mais qu'importe. Il n'y eut plus une parole entre nous. Quand elle fut dehors, mon mari ôta ses mains de son visage et vint à moi, disant de cette voix chaude qui pliait ma volonté, « Odile, je vous en supplie. » Je levai la main entre lui et moi, ce très petit geste, je le sentis, rendait l'espace si étroit qui nous séparait infranchissable. Il le sentit aussi, c'est fini, dis-je. Et ça l'était. Il a souffert lui aussi, sans aucun doute, car je m'en suis rendu compte depuis, ce n'étaient pas seulement les filles de chambre et les amies intimes qu'il lui fallait, mais toutes les femmes. Et la pensée qu'il en existait qu'il ne pourrait avoir fût-ce la sienne le rendait malade. Vie 26 ans. J'avais connu cette gentille petite femme à un cours, où des mondains et quelques artistes se réunissaient pour chanter des chœurs. C'était une fine poupée, teinte en blond enfantin. Elle se nommait Louise Armaille. Ce qu'on percevait dès la première vue, c'est qu'elle avait des yeux énormes et la taille étroite. Elle chantait joliment, sa frêle voix avait des aigreurs cristallines qui prenaient au nerf, elle paraissait sentimentale et tendre, en réalité, elle était terriblement gaie. Attachée à moi très vite et sans raison, elle m'avait fait d'abondantes confidences avant de vérifier mes titres à rassurer sa prudence. J'appris qu'elle n'aimait pas son mari parce qu'il était bête, mais que son amant, qu'elle adorait,
avait beaucoup d'esprit et qu'il répondait au nom d'André. Sa confiance en moi n'alla pas jusqu'à la révélation du nom de famille de cet heureux homme. Je n'étais pas choquée de ce que Madame Armaille eut un amant. Je commençais à entrevoir la difficulté d'être ensemble heureux et honnête, et il me paraissait que chacun, ayant droit à un peu de bonheur, peut légitimement le chercher où il croit qu'il se trouve. Mais l'amour me semblait une énorme affaire à quoi il faut mettre beaucoup de gravité, et de cela, ce sœur bibelot qu'avait Louise, s'affirmait tellement incapable, que j'avais quelque inclination à mépriser les sentiments, si éperdus, dont elle me contait l'histoire. Je croyais, à cette époque, qu'il faut de hautes âmes et des cerveaux puissants pour porter de grandes passions. Depuis j'ai acquis la conviction que l'amour, comme l'Esprit de Dieu, à quoi il ressemble fort, souffle où il lui plaît. La pointe de dédain que je mettais à écouter les récits de Louise ne les empêchait pas de m'intéresser. J'étais triste, amère, pleine de solitude depuis que je n'aimais plus mon mari, et les visions suscitées de cette amourette me faisaient un mal cher qui enfonçait mieux en moi les pointes blessantes de mon renoncement. Renoncement que je n'étais pourtant pas certaine de continuer toujours, car l'inutile poids de ma puissance d'aimer m'opprimait d'être vain. Je m'occupais beaucoup de musique et de charité. Chaque matin je faisais le ménage d'une vieille pauvresse grognon, qui, vexée par les obstacles que j'apportais à l'exercice de son alcoolisme, ne pouvait pas me souffrir. Mes journées, pleines d'actes, étaient vides d'émotions. Les soirs, j'étais vaincue d'inutiles fatigues. Et pendant que je musais ainsi dans le silence, d'autres vivaient en ardeur, en joie, couraient vers l'amour d'une intrépide violence. Je m'ennuyais incroyablement. On me faisait peu la cour, et jamais avec suite. J'avais, par orgueil, maintenu la façade de ma vie, et ce m'était un plaisir enragé de témoigner en public des déférences de femme éprise envers mon mari. Des gens disaient de moi avec ironie, elle est si conjugale, cela pouvait aller ainsi toujours, personne n'aurait le courage de m'aimer. Je ne verrais pas dans mes yeux en les regardant au miroir ce pétillement qui ne ressemble à rien d'autre et qui s'apercevait aux prunelles de Louise lorsqu'elle me chuchotait. Aujourd'hui je lâche le dernier chœur, je file, André m'attend. Généralement, je chantais ce dernier chœur parmi d'irréparables distractions. Ma pensée filait avec Louise, l'accompagnait dans son fiacre, dans la montée essoufflante des étages. Avec elle je sonnais à la porte, j'entrais, je regardais les baisers, et le reste. J'étais de mauvaise humeur pour toute la journée, vraiment je m'ennuyais trop. Je connaissais Madame Armaille depuis 6 mois lorsque l'idée me vint qu'elle commençait à ne plus autant adorer son André. Ce fut un jour où, me parlant de la jalousie qu'il témoignait d'avoir de son mari, elle déclara qu'il était rasant. Je fus offensée comme si l'inélégance du terme se fût appliquée à quelqu'un que j'aimais. En réalité c'était l'amour inoccupé dont j'étais pleine que cette légèreté atteignait. Évidemment cette petite folle était indigne de la passion. Je pressentis que le pauvre André marchait aux pires mésaventures. Un après-midi de juin je flânais dans le Louvre, m'amusant à l'étude de ces mauvaises faces froncées de vices, creusées de maladies, abatties de pouvoir qu'avaient les empereurs romains. Dehors il faisait très chaud et ce rez-de-chaussée du musée était frais délicieusement. On y goûtait cette odeur de grotte, ce parfum des vieux marbres qui donne un plaisir de boisson glacée. Tout à coup, au détour du piédestal du Mars Borghese, je me trouvai en face d'une robe rose et d'un chapeau mauve. C'était Louise Armaille. Sa figure se maquilla d'un vermillon supplémentaire. Quelques exclamations indispensables furent échangées, dont la surprise, de ma part, était sincère et motivée, car les musées n'étaient pas des lieux de fréquentation habituels pour mon amie Louise. Puis je dis, pourquoi ne vous a-t-on pas vu au cours depuis 15 jours? Que devient André ou André? C'est toute une histoire, fit Louise en se vermillonnant encore. Et elle résuma l'histoire dans cette lapidaire constatation. C'est fini, nous deux, comment qu'est-il arrivé? Oh mon Dieu, rien. Je ne l'aimais plus, je le lui ai dit, il n'y a pas une heure de ça. Tenez, voilà. J'insistais pour avoir des détails, voulant un drame justiciable de ce cataclysme. Mais aux réponses qu'elle fit, je perçus qu'il n'y avait aucun drame, et qu'elle disait bien la vérité. C'était fini parce que c'était fini, voilà ainsi qu'elle avait conclu. Je restai consternée, incompréhensive. Cet homme qu'elle adorait était resté semblable à lui-même, n'avait rien commis, et elle le désaimait, sans cause, comme elle l'avait aimé sans doute. L'amour, cela peut donc s'y user, comme une étoffe trop portée. J'étais silencieuse, pendant que, marchant un petit pas près de moi,
la tête basse, dessinant avec le bout de son ombrelle des courbes confuses sur le dallage. Louise, d'une voix molle, récitait « Comme on est drôle, je ne l'aime plus du tout, je me demande même si je l'ai jamais aimé, eh bien, rien que parce que c'est une chose finie pour toujours, je suis toute triste, il me semble qu'il est mort quelqu'un, que je devrais être un peu en deuil, et cependant je ne le regrette pas, non, je regrette d'avoir perdu mon temps, de m'être trompée, je ne sais pas bien, c'est comme ce que j'éprouvais toute petite, quand je tombais, ou que je m'étais cognée, une espèce de pitié tendre pour moi-même, une envie de pleurer parce que je ne pouvais m'en prendre à personne de ce qui m'était arrivé. Nous étions au pied de la Vénus de Milo. Tout à coup l'attitude abandonnée et pensive de Louise changea, elle jeta les yeux autour d'elle, rougit encore, et, embarrassée, hâtive, « Il faut que je vous dise adieu, ma chère, je suis très pressée, j'ai un tas de visites, à demain, au cours, n'est-ce pas, nous irons goûter ensemble, si vous voulez. » Sa poignée de main était nerveuse, mais je n'insistais pas pour la retenir, je croyais la deviner. Il y avait plus d'amertume et de regret qu'elle ne voulait en convenir sous ses ondulations teintes. Elle parlait si vite pour cacher de l'angoisse. Après quelques pas encore, je me décidai à sortir du musée. Comme je repassais devant la salle des bustes, je vis, en une fuite dissimulatrice, la robe rose de Madame Armaille, escortée d'un monsieur qui marchait bien plus vite qu'il n'est nécessaire pour regarder des statues, et je compris ce qu'était venue faire là cette futile créature, 1 heure après avoir enterré son premier amour éternel. Cette banale aventure m'avait troublé les nerfs, ma détresse était plus profonde, et j'étais ébranlée, affaiblie, le soir de ce jour-là, en arrivant chez Mathilde le secrétaire, dont c'était le dernier mardi. J'aimais beaucoup la maison de cette charmante peintresse, on n'y rencontrait guère que le monde artiste, ce monde qui était le mien, le vrai mien. Presque chaque fois j'y faisais quelques nouvelles connaissances qui m'apportaient cette joie vive du type individuel, si totalement banni des endroits mondains. Ce soir-là, Madame le secrétaire me présenta un monsieur qu'elle me nomma, Pierre Lermot, en ajoutant gaiement que nous étions faits pour nous entendre. Elle avait raison. Tout de suite il m'intéressa, son apparence et ses façons parurent si bien conformes à ma grise disposition d'esprit. Il avait une jolie figure, discrète, effacée, une mélancolie que l'on devinait venir de ses intimes profondeurs. Sa voix était faible, un peu sourde, son geste raréfi par de la fatigue. Il parlait en phrases lentes, très courtes et disait avec soin et tristesse des choses essentielles. Il causa de tout, au hasard, et sur rien ne s'abandonna à un truisme ni à une platitude. Il voyait le dedans des sujets, il dégageait une loi des plus minimes incidents, il remettait tout à sa véritable proportion avec une logique implacable, piquant les enthousiasmes que je laissais paraître de ses brefs jugements dégonflants. Il était très sûr de sa pensée, très établi dans la raison, et mettait de la vérité à chaque parole. Il donnait tout ensemble confiance et peur, parce qu'on sentait qu'il ne devait jamais se tromper et que son jugement ne pouvait ni s'engourdir, ni se laisser gagner. À propos de l'amour, il eut un éclat d'amertume qui mit un instant d'emphase dans son expression, mais cela ne dura pas, très vite il en parla avec précision et profondeur. Ses opinions, totalement dépourvues de rêvasserie, avaient, dans la dureté de leur déterminisme, une telle rectitude de bonne foi que mon habituel romantisme en fut dominé. Dans l'état d'essoirement où j'étais, cet homme devait me faire une impression forte. Cela fut ainsi. Je l'avais convié à venir à mon jour, il n'y manqua pas et je le revis souvent. À chaque conversation, j'étais contrainte à reconnaître davantage cette faculté d'avoir toujours raison qui était en lui, et je l'estimais plus. Par un hasard en était-ce bien un il vint passer l'été à Dinard, où j'avais une villa. Il se lia avec mon mari dans la stricte mesure que nécessitait notre amitié grandissante, et lorsqu'à l'automne je partis pour Paris, il m'avait dit, avec cette harmonie soigneuse qu'il mettait à tout, que je lui inspirais un sentiment profond, et moi, en un élan vif de probité et de tendresse, j'avais avoué que je l'aimais aussi. Lorsque je retrouvai Madame Armaille à notre cour de change, j'appris sans étonnement qu'elle avait un nouvel amant et qu'elle savait enfin ce que c'est que le grand amour. Je souris, dédaigneuse. Pauvre gentille poupée, de quoi allait-elle parler là? Les débuts de l'hiver furent d'une douceur infinie. Je portais avec une joie grave la plénitude de mon sœur, et la vie me semblait toute belle. Je voyais Pierre très souvent,
Je l'entraînais aux places où mon persévérant romantisme trouvait ses satisfactions. Que de fois nous avons regardé Paris du haut des tours Notre-Dame ou du Père-Lachaise, remonter la Seine pendant les jours glacés où le pont des bateaux-mouches n'est fréquenté que par des gens pressés allant vers leur besogne, errer, à la descente du soir, dans les allées du Luxembourg. Pierre condescendait à tout cela par perfection de tendresse, bien qu'il trouvât mes fantaisies puériles. Son esprit en équilibre tirait tout de soi-même, il n'avait pas besoin, pour s'exalter, de la suggestion des milieux. D'ailleurs il ne s'exaltait pas, nous étions très différents, ce qui crée les belles ententes, au commencement d'amour. J'étais complètement heureuse ainsi, lui moins. Notre idylle ne lui suffisait pas. Il m'expliquait, avec sa logique invincible, que l'amour est un tout, fait de sentiments et de sensations, et qu'on ne peut en prendre une moitié et rejeter l'autre, sous peine de lui ôter ses caractères essentiels. Il avait raison. Je m'apercevais de l'inévitable nécessité de sortir de la vague émotion exquise où je m'enchantais, et que comme il le disait, mon honnêteté même m'obligeait d'être à lui toute puisque je l'aimais. J'avais une peine étrange à me décider. Pourtant je ne pouvais supporter l'idée de le faire souffrir, et un matin, au réveil d'une nuit cauchemarrée, je résolus de faire enfin le grand sacrifice. Car c'est un sacrifice, quoi qu'en puissent croire les messieurs pour l'amusement desquels on l'accomplit. Ce jour-là nous avions rendez-vous au Louvre, et ce fut ironie des coïncidences dans cette même salle des bustes où Louise Armaille m'avait annoncé la rupture de sa liaison, que je dis à Pierre ma détermination d'aller chez lui, le lendemain. Il garda son calme, mais ses yeux pensifs furent si joyeux que l'angoisse qui serrait ma gorge se décrispa. Certainement j'étais heureuse, le lendemain, en sortant de son appartement dont l'ordre méticuleux m'avait paru une prolongation de sa personnalité sur les choses. Il m'adorait, je l'adorais, ça avait été une heure très douce. À me sentir sienne j'acquirais à mes propres yeux une valeur nouvelle. Oui, tout était bien ainsi, parfaitement bien. Peut-être n'avais-je pas la vocation de l'adultère, mais on arrive à bien faire les choses même dont on n'a pas la vocation en y appliquant sa volonté persévérante. Je m'accoutumerais à être joyeuse d'aller à des heures fixées et me déshabiller chez mon ami. Lorsque nous serions séparés, la pensée de sa grande joie de la mienne aussi empourprait le gris des heures. Ce serait ainsi, il le fallait tellement que ça le fut presque. Je m'excitais à l'enthousiasme, et lorsqu'il n'était pas là j'y atteignais quelquefois. Je regrettais vivement, par exemple, nos excursions dans le Paris glacé, les oppressions exquises des crépuscules, la tendresse chaude des admirations devant les chefs d'œuvre. Nous avions renoncé à tout cela, qui était, disait Pierre, dangereux, et d'ailleurs inutile puisque nous pouvions nous voir en parfait confortable chez lui. Il apportait dans le règlement de notre vie par sentiment de ses devoirs envers moi le même souci scrupuleux de prudence et de logique qu'il mettait dans la construction d'un raisonnement. Il avait un sens infailliblement juste de tout, et il mettait tant de douceur à n'avoir jamais tort que, lorsqu'il prenait la peine de me démontrer avec bonté combien étaient absurdes mes chimérismes, je lui savais gré du sentiment net qu'il me donnait de mon ridicule. Depuis que j'avais un amant, un rapprochement s'était fait entre moi et Louise Armaille. Je n'éprouvais aucun besoin de lui rien confier, mais j'étais curieuse davantage de ses aventures. C'était là, je le croyais, un peu de snobisme de sœur, le désir de mieux constater, en la comparant, la beauté de ma liaison. Louise était enchantée de son nouvel ami, elle trouvait en lui la gaminerie écervelée qui lui convenait. Quelquefois, un peu méchante, je rappelais son premier amour, mais ça la faisait rire. Ce raseur d'André, comme elle l'appelait, n'était plus pour elle qu'un souvenir un peu grotesque, montrant qu'il bonheur dura jusqu'à l'été. Là survint le premier trouble, il fut grave. Pierre, retenu par des devoirs de famille, m'annonça qu'il ne pourrait me rejoindre en Bretagne. Je discutai passionnément avec lui, mais en vain. Il remplissait son devoir envers les siens avec une ponctualité rigoureuse, à quoi rien ne pouvait le faire manquer. C'étaient 2 grands mois à passer l'un sans l'autre, je ne concevais pas comment je pourrais les supporter. Lui était très triste, mais résigné. Il avait un sentiment si clair de la nécessité qu'il ne perdait pas ses forces en révolte stérile. Notre dernier rendez-vous fut lamentable. Je le passai tout entier à pleurer, il fut très bon, mais me fit remarquer qu'il aurait été préférable d'occuper ces dernières heures avec nos joies de tendresse, puisque cela me faisait tant souffrir d'en devoir être privé. Cette fois-là encore il avait raison, mais mon désespoir émigrainé me rendit injuste et je refusai d'en convenir.
Il est à supposer que j'ai de moi-même une ignorance profonde, car mes événements psychiques sont toujours différents de ce que j'attendais. Cette séparation donna les plus curieux résultats. D'abord j'eus à revoir la mer, une ivresse puérile et profonde, puis l'air salin exalta ma santé, me fit une vigueur nouvelle que je dépensais en énormes fatigues de scène. Mes promenades à cheval, mes longues courses dans la campagne me donnaient d'inexplicables jouissances. Il m'arrivait de chanter à pleine voix des airs stupidement gais le long des routes solitaires. Il me semblait que pour la première fois j'avais conquis la liberté, cela m'affolait d'un plaisir de vivre. Je ne comprenais rien à tout cela, et, dans les premiers jours je fis quelques efforts pour m'exciter au désespoir, mais bientôt je trouvai l'interprétation de mes sensations. C'était l'amour qui m'avait refait cette superbe jeunesse qui triomphait même de l'absence de l'aimer. Je glorifiais l'amour. Sans scrupule désormais je me mis à m'amuser de tout, de la sotte vie des bains de mer, avec ses parties monstres de bateaux, de Bréac, son casino, ses potins et ses flirts, des fréquentations indifférentes, de la bêtise des conversations. Ma vie auprès de mon mari dans le contact de ses innombrables maîtresses, avait même perdu son amertume. Je lui avais décidément tout pardonné. J'étais aimé, j'avais pris ma revanche. D'ailleurs il était charmant, ravi de la facilité de nos rapports et de ma gaieté revenue, et j'appréciais en camarade indulgente sa câlinerie perverse, ses paradoxes de conscience et ce tour d'esprit jeune, élastique, d'un si merveilleux illogisme qui en faisait l'être dangereux et charmant qu'il était. La vie marchait bien, enfin. Il n'y avait qu'un point gênant et vraiment bien inexplicable, c'est l'impression que me causait chaque jour la lettre qu'il fallait écrire à Pierre. C'était difficile, pénible même, et j'y mettais un temps. J'essayais de lui raconter très exactement l'emploi de mes journées, c'était simple en soi, ce qu'il était moins, c'est que je me sentais obligée de donner à mes récits un ton de détachement ennuyé, de dégoût de ce que je faisais. Pendant cette heure que je mettais à lui écrire, j'avais le sentiment que j'étais coupable de tant m'amuser et qu'il ne fallait pas qu'il le sût. Mes phrases prenaient une allure contrainte, un accent faux et une intense stupidité. Puis, lorsqu'à la fin, j'en venais aux nécessaires protestations, rien ne voulait plus naître dans mon esprit, le nez en l'air, engourdi, je restais au milieu d'une formule de tendresse et je pensais à autre chose. Encore une vocation que je n'avais pas, les lettres d'amour, par exemple, ce dont je fus étonné jusqu'à l'inquiétude, c'est de la tristesse qui m'empoigna, irrésistible, au moment de quitter Dinard. N'était-ce pas singulier? J'allais retrouver l'homme que j'aimais, recommencer la bonne vie de passion, et, au lieu d'être heureuse, j'avais un sœur de plomb, des larmes aux yeux, des sanglots plein la gorge, dans le train qui nous ramenait. Tandis que mon mari faisait des remarques bouffonnes dont il fallait rire, je songeais au fiacre sale, à la montée ralentie de l'escalier, je me voyais sonnant à la porte, j'assistais au baiser reçu par l'image de moi, et, au reste, tiens, c'était ces mêmes choses dont j'avais la vision enchanteresse 18 mois plus tôt, lorsque Louise Armaille quittait le cours de chant pour aller retrouver André, je rêvais à Louise Armaille. Je me souvins de l'avoir méprisée pour sa fragilité sentimentale et je fus envahi d'amertume. On est bien occupé dans les premiers temps de la réinstallation à Paris. 15 jours entiers se passèrent sans que je puisse trouver une heure pour aller chez Pierre. Il me le reprochait en termes dont la modération laissait voir pourtant qu'il était très offensé. Avec un grand effort l'heure se trouva enfin. Un peu nerveuse notre première rencontre. Il fallut donner en détail mes raisons, qu'il appela prétexte. Il les démonta l'une après l'autre pour m'en prouver l'inanité. Cette fois encore, il avait raison. Je le lui ai dit avec une gaieté un peu après il n'en disconvint pas. Lorsque puisque nous nous aimions il fallut en venir aux effusions extrêmes, je m'aperçus que j'avais le désir fixe que cela finît le plus vite possible. En rentrant à pied chez moi je regardais consterner mon âme toute méchante et vindicative, j'étais surénervée, mécontente de moi, et de lui donc. Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? Oh mon Dieu, c'est bien simple, ça voulait dire que je ne l'aimais plus. Je mis 2 mois à m'en apercevoir, 5 à le lui avouer. 6 c'est, comme je le crois maintenant, une faute, et bien pis, une sottise grave de prendre un amant. J'ai fait un bout de la peine expiatrice pendant ces 5 mois-là. Oh l'adultère obligatoire. C'est tout ce que je souhaite à mes pires ennemis. Pierre était toujours affectueux, soigneux, prudent, intelligent et raisonnable. Je n'avais rien à lui reprocher, il demeurait semblable à lui-même, mais je ne l'aimais plus.
à la corvée exaspérante des déshabillages, l'essourement des baisers qu'on ne désire pas, l'ennui meurtrier des tête-à-tête, la honte de cette comédie sans courage et sans but. Un matin, je sentis que je n'avais pas la force d'aller au rendez-vous, et que je ne l'aurais pas le lendemain, et que je ne l'aurais plus jamais. J'écrivis pour expliquer que j'étais indigne de la passion, que j'avais le sœur futile et faible, je demandais pardon, et je disais adieu ce jour-là, tout appauvri d'avoir perdu mon amour. En deuil de cette mort intérieure, sans joie, même de la délivrance venue trop tard, je me laissai emmener par Louise Armaille au sortir du cours de chant où j'étais allé, fuyant ma solitude. Comme à l'ordinaire à pareille heure, nous allions chez le pâtissier. Louise parlait, la voiture était immobilisée par un encombrement, contre un angle de trottoir, quand, s'interrompant, Louise se pencha brusquement, et fit de sa manotte gantée de blanc, un bonjour drôle. Je regardai où elle regardait, un spasme me pinça aux sœurs. Pierre était là. Sans doute il dut être ému profondément, car il eut un arrêt, sa figure devint rouge et se contracta, puis très vite, saluant, il passa. Elle est bien bonne, dit Louise, qui, avec un rire, s'était rejetée au fond de la voiture. Savez-vous qui c'est? Eh bien, ma chère, c'est ce raseur d'André. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ce monsieur qui vient de saluer, mais c'est Pierre Lermot parfaitement. Je l'appelais André en vous parlant de lui, par prudence, vous comprenez, vous le connaissez, alors oui, un peu vous dites ça drôlement mais non, pourquoi? Je suis surprise, je ne me doutais pas, ah vraiment, c'est ce raseur d'André, et je faillis sourire. VII 28 ans, c'était à Beyrouth, l'année de ma vie où j'ai le mieux senti ce que les livres de piété appellent la solitude intérieure. Je sortais du théâtre après le second acte de Parsifal, tout énervé par cette lutte de la passion et du renoncement, l'épaule entre lesquelles oscille et palpite l'âme de tous ceux qui ont une âme. Wagner ne s'est pas trompé en pensant que ces drames moraliseraient pour des secondes, démoraliseraient pour des heures, détraqueraient enfin les gens qui s'abandonnent à eux. Tout amer du sentiment de mes faiblesses mieux ressenties. Je rêvais d'une vie pure et rigoureuse, j'avais l'ivresse blanche de Parsifal, comme 3 jours plus tôt j'avais eu l'ivresse rouge de Tristan, j'étais en puissance excessivement sainte. Au moment où j'entrepris la lutte pour la tasse de Weisscafé et la tranche de gâteau spongieux, avec lesquels, entre les actes, on se refait du courage contre ses propres émotions, lorsque je reconnus un coude qui pénétrait mes côtes, pour être celui de la grosse Emilia d'Étoile. Immédiatement la forte dame rétablit nos rapports sympathiques par de tonitruantes exclamations. J'étais justement la personne dont son sœur avait besoin à ce moment-là. Nos tasses conquises, elle s'assit près de moi et, tout en mâchant avec puissance, elle causait sur Parsital et aussi était profondément sanctifiée, et les petits jeunes gens que son amour pâlit, ne paraissaient tenir aucune place dans ses préoccupations du moment. Vandyck l'exaltait, comme il avait dit son âge disait Cus. Quelle magnifique horreur du baiser infâme! En passant, elle remarqua qu'il avait de beaux bras, mais cet aperçu trop humain ne l'arrêta qu'à peine. Tout à coup, elle s'interrompit de m'expliquer pourquoi le renoncement de Parsifal à l'amour n'était pas ridicule comme la fuite de Joseph, par exemple, et s'écria « Tiens, voilà Chalamon là-bas, quelle chance !» Et elle exécuta des gesticulations destinées à un homme de moyenne taille, d'allure hésitante, un peu engoncé, et qui, à quelque distance, cherchait d'un nerf à quelque chose qui ne paraissait pas avoir, même pour lui, une grande précision. Les ailes de moulin d'Emilia réussirent à fixer son attention, et tandis que, coupant lentement la foule, il venait vers nous, elle m'expliquait « Figurez-vous que ce pauvre Chalamon a une passion pour vous, c'est un être admirable, une âme, ma chère. Il s'est intéressé à vous en entendant raconter toutes les horreurs que vous fait votre mari, et votre attitude si généreuse, si digne. Tout l'hiver il a cherché à vous connaître, mais vous allez si peu dans le monde maintenant, enfin, le mois dernier, apprenant que nous sommes liés, il m'a supplié de vous le présenter, seulement. Vous étiez déjà parti pour l'Allemagne, mais comme ça s'arrange bien que ce soit justement ici que vous le rencontriez. C'est l'air d'un roman, vous ne trouvez pas non? J'ai déjà rencontré beaucoup de gens à Beyrouth sans que cela me parût avoir quoi que ce fût de romanesque. Emilia ne répondit pas, car M. de Chalamon nous rejoignait. Il y eut des exclamations, des présentations, et notre Weisscafé étant avalé,
Nous sortîmes tous les trois. Mme Detoye avait réempoigné Wagner et le maniait avec une énergie inquiétante comme elle eût fait d'une arme vraiment un peu lourde pour ses mains. M. de Chalamont semblait troublé, il avait un air de gaucherie que je ne trouvais pas déplaisant, car j'en fis honneur au doute d'elle-même qui est au fond des natures fines. Les trompettes sonnaient l'âpre fanfare, on se pressa vers les portes. Le fauteuil de M. de Chalamont était à petite distance du mien, cela me fit plaisir. Après le troisième acte, l'âme pleine de clarté et de béatitude, je sortis avec lui pour aller à la recherche de la grosse Emilia, qui nous avait invités à dîner au restaurant du théâtre. Elle était hors d'elle-même, elle avait pleuré d'enthousiasme, elle débordait d'affection, et les façons maternelles que lui ont donné ses habitudes amoureuses de l'extrême jeunesse s'exerçaient d'une façon gênante sur M. de Chalamont et sur moi. Elle avait des attendrissements bénisseurs. En mangeant du roast beef refroidi et des pommes de terre figées, elle paraissait communier en l'honneur de la réunion de nos âmes, et si elle vidait tant de verres de Hochemé, c'était évidemment à la santé du bonheur qu'elle ouvrait devant nous. Parfois elle risquait une allusion pleine de sourire à l'admiration que j'inspirais aux gens même qui ne connaissaient que ma réputation, ou, d'un air profond, disait des choses sur la fatalité de certaines rencontres. Elle me quitta après un adieu passionné, car elle partait le lendemain, et je rentrai pensive dans la chambre décorée des portraits de tous les Hohenzollern connus, et même de quelques autres, où je m'étais installée pour la durée de ma série. J'avais un énervement doux et assez agréable. L'attitude de M. de Chalamont ne me permettait pas de douter que quelque parcelle de vérité ne fût enclose dans les exagérations d'Emilia. C'était joli, en somme, cette histoire d'un homme capable de s'éprendre d'une femme à cause des chagrins qu'il lui imagine. J'étais touchée. Je me drapais dans ma situation de victime, comme dans une dignité qui faisait des plis nobles. Certes, il n'était pas beau, il était lourd, empêtré, mais il avait d'excellentes façons, de grands yeux à angles tombants qui lui donnaient ce regard d'une mélancolie étrangement tendre qu'ont les yeux des chiens de meute. Et puis il devait être intelligent. Il avait peu parlé, mais tout ce qu'il avait dit était vraiment très bien. Je songeais à en faire l'ami que nous souhaitons toutes, qui saurait m'écouter rêver tout haut, et auquel j'apporterais une affection limpide et rafraîchissante, une de ces affections comme on en a à revendre en sortant de Parsifal. Je m'endormis avec une âme sereine et sublime. Le lendemain, le théâtre faisant relâche, j'allais passer la journée à un ermitage, ce vilain et délicieux petit château de l'adorable margrave de Bayreuth. Après y avoir dîné, je m'assis devant la pièce d'eau pour attendre l'heure calme où descend la nuit. Déjà, sous les grands arbres, le taillis s'enfumait d'obscurité, le ciel blêmissait, et des assombrissements équivoques, des lueurs attardées et furtives communiquaient aux statues moussues du bassin une inquiétante et douce vie. Le silence était parfait, une tristesse s'échappait des choses en ondes régulières, comme le parfum des fleurs nocturnes, et je m'enfonçais dans cet attendrissement navré, si exquis, où ce réveil confus, enjolivé, l'écho de toutes les souffrances. Un pas sonna sur les dalles de la terrasse, derrière moi. Je restai immobile, ne voulant pas rompre la tristesse dont je jouissais. Le pas descendit les marches, se rapprocha, il fallut tourner la tête. Je reconnus M. de Chalamont, arrêté, son chapeau à la main, l'air tellement embarrassé que je me hâtai de dire bonsoir. Il vint tout près de moi, et resta planté sur ses pieds. Ils étaient larges et un peu plats avec les épaules extraordinairement remontées derrière sa tête, en signe de confusion sans doute. Je l'invitai à s'asseoir, et il le fit avec une telle précipitation qu'un grand morceau de ma robe se trouva engagé sous lui, et avec une telle brusquerie que la traction exercée sur l'étoffe la fit craquer violemment. Il s'excusa, se recula un peu, je tirai ma jupe pour la dégager, cela ne suffit pas, il recula encore, puis, comme cela ne donnait aucun résultat, il finit par se lever, je ramenai contre moi les plis de ma robe, et il se rassit. Nous étions gênés, il y a des décors dans lesquels la maladresse hurle particulièrement. Il fallait parier. Je dis, j'ai passé la journée ici moi aussi, me fut-il répondu. Tiens, c'est curieux, je ne vous ai pas aperçu, j'ai craint de vous importuner. Ah, vous m'avez vu, alors sans doute, je vous ai suivi de loin presque tout le temps. Il n'était peut-être pas tout à fait aussi timide que je l'avais imaginé. L'entretien ainsi commencé sous l'émouvante fraîcheur de la nuit, dans ce parc sans rumeur, marcha vite. Une demi-heure après notre rencontre, il faisait trop obscur pour que nous vissions nos visages, alors il me raconta qu'il m'avait aperçu au théâtre 18 mois plus tôt, qu'il avait été frappé de la mélancolie.
De l'air d'énergie vaincu de toute ma personne, il ne dit pas qu'il m'avait trouvée jolie, et je lui sus gré de la délicatesse de cette façon d'opérer. La suite était bien conforme aux renseignements d'Emilia. En me retrouvant à Parsifal, il s'était décidé à se présenter lui-même s'il ne se rencontrait personne pour lui rendre ce service. Il ne pouvait plus attendre davantage pour s'assurer si vraiment j'étais bien l'être de tendresse et de douleur dont le souvenir le hantait. Et si je suis en effet cet être-là, dis-je un peu moqueuse. Lorsqu'enfin il se tut, vous aurez, naturellement, l'illogisme de m'offrir de me consoler. Ce sera une bien fâcheuse erreur, car, consolée, je ne serai plus la femme à qui vous vous êtes intéressée parce qu'elle était triste, non, madame, je ne vous offrirai pas de vous consoler. Je ne suis pas un sot, ni un fat, mais je me donnerai à moi-même la permission de vous aimer. Il est tard, dis-je en me levant. Je ne savais où cette excentrique causerie pouvait mener. La nuit m'émouvait, et aussi la voix de M. de Chalamont, une voix voilée, ardente et faible, qui prenait au nerf. Il avait tout à gagner à causer dans les ténèbres. Vous reviendrez ici demain, dit-il, bien plus comme quelqu'un qui affirme un fait dont il est sûr, que comme quelqu'un qui interroge. Je ne sais. Bonsoir, monsieur. Je m'en allai sans lui étendre la main. Il se rassit après m'avoir salué. Naturellement, je retournai à l'ermitage, où je trouvai M. de Chalamont installé à l'une des tables où l'on mangeait boit des choses suspectes, en face de l'endroit par où entrent les voitures. Il vint à moi et me proposa de descendre au fond du parc. Il y avait des promeneurs dans les allées. Accepter n'avait rien qui m'engageât beaucoup. J'acceptai. J'ai passé la nuit sous ces arbres, me dit mon singulier ami. On y est à merveille pour penser douloureusement à vous. Pourquoi penser vous douloureusement à moi? J'étais un peu agacé de ce début. J'avais déjà passé l'âge où l'on tient à ce que les hommes prennent des rhumes dans la rosée pour témoigner de leur amour. Parce que, répondit-il avec un excès de gravité, j'ai découvert en vous cette chose atroce dont l'acide désagrège les sentiments. Vous m'inquiétez? Qu'est-ce? Mon Dieu, c'est l'ironie, me répondit-il avec une amertume et une emphase que son évidente sincérité atténuait heureusement. Je regardais le sable, et je poussais les cailloux du bout de ma bottine. Il avait peut-être raison en somme, il disait sérieusement des choses très tendres et je n'avais que l'envie de m'en moquer. Il continuait. Comment, vous, une élue de la douleur, douée par elle d'une beauté supérieure, pouvez-vous railler? Je vous ai dit dans une émotion sacrée ce que vous m'inspirez de si étrangement profond, et vous ne trouvez pour me répondre que des railleries. Est-ce digne de vous écouter, monsieur? Dis-je très doucement. Vous ne pouvez vous étonner si je souhaite vous connaître davantage pour être assuré que, dans les choses que vous dites, il n'y ait rien dont ma dignité puisse s'alarmer. Rien, vous le sentez à défaut de le savoir. Il y a une destinée grave entre nous. Je connais toutes les choses de votre vie. Mon seul désir est de vous inspirer assez de confiance pour que vous m'accordiez le droit, non de vous consoler, ainsi que vous disiez méchamment hier soir, mais de vous consacrer mon avenir entier. Il proférait ces banalités avec une ardeur sombre qui leur donnait de l'accent. Je crus nécessaire de l'interrompre. Je regretterais, dis-je, que vous me missiez dans l'obligation de rompre cette conversation en ajoutant un seul mot à ce que vous venez de dire, car je suis résolu à n'en pas entendre davantage. Vous ne m'avez pas compris, madame, reprit-il d'un air peiné. Je sais que vous êtes la femme d'un homme absolument indigne de vous, et ce que je songerais à vous demander, si mes sentiments pouvaient exciter en vous quelque sympathie jamais, c'est de divorcer et d'accepter mon nom. Je m'arrêtai net pour l'examiner, non sans inquiétude. Était-il devenu fou? Mais il me parut très tranquille. Ses beaux yeux tristes s'appuyaient sur moi avec beaucoup de douceur. Enfin, lui dis-je, qui vous affirme que je sois digne de ce que vous m'offrez, mon sœur, répondit-il. Ce n'était pas mal, mais il imagina, en lançant ce mot avec une énergie vibrante, de s'administrer une forte tape sur la poitrine pour renforcer son allusion aux viscères mis en cause. Sa chaîne de montre tressauta sur son ventre. Il avait du ventre et je ne sais pas bien ce qui me retint d'éclater de rire. Je tentai de lui faire comprendre que, tout en appréciant la perfection de ses sentiments, j'en étais légèrement ahuri, et qu'il ne fallait pas qu'il s'étonnât démesurément si j'avais le désir de causer avec lui un peu plus de 3 fois avant de me résoudre à disloquer ma vie pour l'unir à la sienne. Il admit la justesse de cette prétention et déclara qu'il était prêt à attendre des mois, voire des années. J'insistai pour que nous parlassions d'autre chose, et la promenade se termina très agréablement. Comme c'est l'usage en pareil cas, je découvris à M. de Chalamont une foule de goûts et de dégoûts semblables au mien. Il avait du charme lorsque les occasions lui manquaient pour devenir pathétique.
mais il lui fallait peu de choses pour s'abandonner à cette faiblesse, comme il me fallait peu de choses pour retomber dans mon péché d'ironie. Il est certain que si j'avais pu perdre un peu de mon horreur du ridicule, et lui en acquérir une dose équivalente à celle dont je me serais débarrassé, nous aurions été faits pour nous entendre très complètement. Le lendemain, les représentations recommençaient avec Tristan. M. de Chalamont avait trouvé moyen de changer sa place, il était à côté de moi. C'est quelque chose de terrible, cette musique de Tristan, une sorte de saulerie d'amour. Dès le milieu de l'ouverture, on commence à en éprouver le charme vénéneux. À la fin du premier acte, j'eus un grand tressaillement en sentant le bras de mon voisin s'appuyer au mien. Pendant l'entr'acte, j'allais avec lui errer dans le bois de sapin qui est derrière le théâtre. Cela sentait la résine chaude, et c'était plein d'une énorme rumeur d'insectes invisibles. Nous ne dîmes pas 3 paroles. À quoi songeait-il? Moi, j'avais un peu la fièvre. Au second acte, une vaste émotion me gonfla la poitrine en songeant à ce bel amour que m'avait voué cet homme. Pourquoi repousser ce bonheur offert? Ne faut-il pas aimer? Aimer est-ce pas vivre? Je me tournai vers lui en disant très bas, comme c'est beau, près de vous. Il n'en dit pas plus. À ce moment-là, mon ironie avait désarmé, c'était le triomphe du pathétisme. Lorsque la voiture dans laquelle il m'avait ramené chez moi s'arrêta, ce fut sans même songer à m'en étonner que je m'aperçus que probablement depuis notre départ du théâtre il tenait mes mains dans les siennes. En vérité, cette musique de Wagner, 8 jours plus tard, j'emportais, en quittant Bayreuth, le dernier regard d'Édouard de Chalamont en une très bonne place de mes souvenirs chers. Nous n'avions plus reparlé de ses espoirs, mais nous nous sentions unis par quelque chose de fort. Il me manqua infiniment, lorsqu'à mon retour à Paris, je tombai dans l'agitation causée par une bruyante aventure de mon mari. Il avait été surpris par un autre mari, dans une fâcheuse attitude, s'était battu, avait blessé grièvement son adversaire. L'épouse litigieuse s'était enfuie du domicile conjugal, M. de Montclair l'avait installée dans un appartement, où, comme c'était son devoir, il passait son temps à la consoler. On clabaudait vigoureusement. Je reçus une quantité de condoléances amusées ou perfides, de lettres anonymes, et aussi d'offres amoureuses. Cela semblait un si bon moment. Malgré l'irritation que j'éprouvais de la fausse et ridicule posture où me mettaient ces choses, je ne pouvais m'empêcher de plaindre M. de Montclair. À certaines paroles qu'il me dit, je comprenais que cette aventure arrivait mal dans sa vie, qu'il commençait à être là de sa maîtresse, et que l'obligation absolue qui le rivait à elle lui pesait. Pendant les courts moments que nous passions ensemble, il était sombre et faisait cette mine douloureuse que je ne lui ai jamais vue sans en être péniblement impressionné. J'avais aussi le sentiment de le gêner, d'être un embarras, qui sait, peut-être un remords dans sa vie, et j'aspirais au retour d'Édouard. Sûrement il m'aiderait à trouver ce qu'il convenait de faire dans la circonstance. Il arriva enfin, et je le mis au fait en lui demandant son avis. Vous le saviez d'avance, madame, répondit-il. Vous n'avez pas le choix des actes. Il faut divorcer sans attendre. M. de Montclair sera libre d'épouser sa maîtresse, ainsi qu'il le souhaite sans nul doute, et, vous aussi vous serez libre. Il tenait à son idée. Au reste, il avait bien raison, mon mari n'avait aucun besoin de moi, le moyen s'offrait de refaire ma vie dans d'admirables conditions. Il aurait fallu avoir l'esprit curieusement tourné pour ne pas accepter d'enthousiasme cet arrangement. Eh bien, j'avais l'esprit curieusement tourné, car la pensée de ce divorce me chavirait le cœur. Cependant, au bout de quelques semaines de longues causeries avec Édouard, je me décidai et j'allai un matin annoncer ma résolution à M. de Montclair. Lorsque je lui eus expliqué mes intentions, vous êtes généreuse comme toujours, je reconnais votre grand-sœur. Je suppose que je dois vous remercier du sentiment qui vous fait me rejeter de votre vie. Mais avez-vous bien réfléchi? La situation de femme divorcée est difficile, j'ai le devoir de songer à vous. Il y avait de l'irritation et de l'amertume dans son accent, mais je crus aussi y sentir de la pitié, et cela me mit en colère. Ne vous troublez pas à mon sujet, dis-je sèchement, il est possible que je me remarie à l'expiration du délai des galas. Il avait rougi jusqu'aux cheveux. C'est différent alors si c'est pour vos arrangements personnels. Je haussai les épaules et je sortis de la pièce. Il m'avait paru, en y entrant, que je venais accomplir un acte très magnanime, mais pas du tout. M. de Montclair avait remis les choses au point.
C'était pour moi que je voulais divorcer. Je n'y aurais jamais songé s'il ne s'était agi d'épouser l'homme que j'aimais. On tient tellement aux belles attitudes prises vis-à-vis de soi-même que l'impossibilité de conserver cela me causa une véritable détresse. Pendant les opérations de mon divorce, cela dura 3 mois en tout. Édouard vint chaque jour me voir. Il était d'une bonté exquise, bien qu'il ne parvint pas à accepter que les formalités judiciaires qui me rapprochaient de mon mari, me forçaient à m'en occuper, fussent pour moi des occasions de bouleversement. Il trouvait mon émotivité maladive et ridicule, j'étais de son avis, mais cela ne diminuait en rien mon angoisse, et le jour où mon avocat me télégraphia du palais que le divorce était prononcé, il me parut que quelque chose venait de mourir en moi que rien ne réveillerait plus. On n'est qu'une fois épouse, quoi que l'on puisse penser, et de cette fois-là on reste marqué, quoi que l'on puisse faire. M. de Montclet m'écrivit une lettre où je retrouvais sous une forme de gravité voulue, les câlineries où si longtemps mon sœur s'était pris. Il quittait la France sans doute, pour n'y plus rentrer et aller rejoindre en Italie sa maîtresse, dont le divorce avait précédé le mien. Dès que j'eus l'idée que sans doute je ne le reverrais jamais, l'amertume des trahisons anciennes, la lourdeur morne des années désolées s'effacèrent de mon souvenir. Je ne savais plus de ce disparu que le goût de ses baisers, sa beauté fière, son air de vie puissante et joyeuse, la grâce légère de son esprit, son charme pervertisseur, et j'avais des distractions pendant qu'Édouard, ce cher bon Édouard, me parlait de son amour. Il en parlait beaucoup, et même il en partait bien. Je me donnais de la peine pour bien me rendre compte de lui à travers les mots qu'il disait. Au rapprochement de nos vies, j'avais découvert plusieurs erreurs dans mon premier jugement. Il n'était pas timide ainsi que je pensais, mais un peu susceptible. Il était toujours, en face des gens, dans une certaine crainte de n'être pas jugé à sa réelle valeur. C'est ce qui lui donnait, au début des relations, cet air emprunté que j'avais pris pour de la défiance de soi, et qui n'était que de la défiance d'autrui. Je m'étais aussi figuré que son physique ne le satisfaisait pas, qu'il en percevait les petits ridicules et en était gêné, mais cela non plus n'était pas exact. Je m'aperçus bientôt qu'il se trouvait une physionomie pittoresque, un regard fascinateur, une tournure originale, et que, s'il était volontiers pathétique, c'était un peu par instinct mais surtout parce qu'il jugeait cette attitude adéquate au type de beau ténébreux qu'il était persuadé d'avoir. Édouard allait beaucoup dans le monde, bien qu'il y joue un rôle effacé. Après mon divorce, il y alla plus encore, afin, disait-il, d'entretenir des relations que l'on est aise de trouver lorsqu'on en a besoin. Il en aurait besoin, le pauvre. Au moment où il faudrait faire accepter son mariage avec une femme divorcée, cette idée m'était spécialement antipathique. On peut ne pas tenir au monde lorsque toutes les portes vous en sont grandes ouvertes, et souffrir de penser qu'il est de ces portes-là qui se fermeront devant vous, même lorsqu'il avait des invitations. Édouard passait toujours avec moi 1 heure après le dîner. Un soir il me dit « Je vais au bal costumé des Charmeilles, demain tiens je croyais que le costume était de rigueur et qu'on n'était pas admis même en habit de couleur, c'est bien ainsi, je me costumerai, vous avez envie de savoir en quoi, je le vois, en palicard j'ai un très beau costume, qu'un ami m'a fait faire avec mes mesures, en créé. Il me va admirablement. Vous le verrez du reste. Je viendrai avant le bal en palicard, répétai-je consterné. L'idée de voir M. de Chalamont en palicard me ravageait. J'en rêvais la nuit, au réveil, je m'en trouvais encore affolé. Quelle étrange, quelle improbable idée avait-il de se déguiser en palicard? Je fus tiré de mes méditations sur ce sujet, par une lettre que m'écrivait de Naples, M. de Montclet. Sa maîtresse était malade, se trouvant très isolée, il songeait à moi, le seul ami qu'il se connut, et m'écrivait. L'effet de cette lettre fut vif, les vieilles plaies se redéchirèrent, cela se mit à saigner dans mon cœur. Je passai ma journée à écrire des réponses, à les brûler, à retourner des tiroirs pleins d'objets ridicules et commémoratifs, et à pleurer énergiquement. À 10 heures du soir, j'avais les yeux gonflés, un violent mal de tête et une profonde misère de cœur. C'est dans cette disposition que je vis la porte s'ouvrir et Édouard de Chalamont m'apparaître en palicard. Il fit 2 pas, puis s'arrêta, le poing gauche à la hanche, la main droite crispée au manche de l'un de ses nombreux poignards, et avec un sourire où vaguait la certitude d'être vraiment très bien, il dit « Bonsoir, madame, comment trouvez-vous mon costume? Comment je le trouvais grandieux, son jupon blanc, une fustanelle au fond. Ce palicard était un albanais relevé en bouffant sur son ventre, puis s'évasait autour de lui en lui donnant un aspect de sonnette.
Ses pieds semblaient formidables dans le cuir vermillon de ses bottes. Cet Albanais était peut-être seulement un Arabe égaré. Son torse, dans son boléro soutaché, ressemblait à une courge. Et son fez rouge, car décidément cet Arabe devait être un Turc, avait un aspect tellement inacceptable au-dessus de sa tête rentrée dans les épaules. Ah, le pauvre Édouard! Je restais dans le silence de la stupeur. Il vint à moi et son jupon plissé avait à chaque pas une petite secousse drôle. Qu'est-il arrivé? Vous êtes malade? Vous avez pleuré? Oubliant son costume, il s'assit près de moi, sa jupe se souleva derrière lui en auréole. Je lui contai la lettre de M. de Montclay. Il m'écouta avec une extrême gravité qui, son parti pris, n'allait pas bien avec le caractère hilarant que le Palicard me communiquait de son personnage. Je trouve absolument inconvenant que M. de Montclay se permette de vous écrire, et très étrange que vous en soyez tellement ému. Il y a d'ailleurs des choses que je voulais vous dire à ce sujet. La circonstance me paraît excellente pour nous en expliquer à fond. Il me fut impossible de partager cette opinion. La circonstance de sa tenue de Palicard n'était excellente pour rien. Édouard s'était levé avec un grand bruit de calicot froissé et s'était adossé à la cheminée, ce qui eut pour résultat de faire bouffer en avant sa fustanelle, et il eut la silhouette fâcheuse et chimérique d'un Palicard hydropique. Il parlait avec une sombre énergie, rappelait les torts de mon mari, disait les droits de son amour. Il se tut enfin. Vous avez raison, lui répondis-je avec un peu d'énervement, mais je ne suis pas maîtresse de mon impressionnabilité. Nous ferons mieux de parler d'autre chose. Non, il faut parler de cela, au contraire. Je me considère comme irrévocablement lié à vous, et rien ne vous engage vis-à-vis de moi. Jamais vous ne m'avez formellement dit que vous m'aimez. Dites-le maintenant, Odile, j'ai besoin de prendre entière confiance en vous. Quelle malheureuse inspiration il eut alors de se mettre à genoux. Ses poignards s'accrochèrent dans mes dentelles, son jupon prit une forme indescriptible, et, entraîné par son gland trop lourd, son fez tomba comme un fruit mûr. Je fus prise d'un incoercible fou rire qui, malgré mes efforts, dura un temps anormal, et lorsqu'enfin il s'arrêta, je vis devant moi un Palicard irrité, qui tourmentait ses armes d'une main agitée et de l'autre balançait mollement son fez, qu'il tenait par le gland. En vérité, madame, je ne conçois pas ce qu'il y avait de comique dans mes paroles, dit-il d'un air pincé, mais ce ne sont pas vos paroles. Le rire me reprenait. Mais c'est une si étrange idée de vous être habillé ainsi pour me faire cette scène. Je ne fais pas de scène, je pensais que ma conduite envers vous méritait autre chose que cette offensante et peu convenable hilarité. J'ai fait de mon mieux pour vous appuyer dans des circonstances difficiles. Je vous offre ma vie, sans hésiter un instant devant la perspective des complications dont notre mariage va être pour moi l'occasion, trop heureux d'avoir, en vous épousant, un sacrifice mondain à vous faire. Il n'y a pas de quoi rire dans tout cela. J'avais cessé de rire. Le Palicard venait de dire le mot qu'il fallait éviter. Je suis de votre avis, fis-je en me levant. Je suis tout à fait indigne que vous fassiez pour moi le moindre sacrifice et je ne saurais l'accepter. Restons-en là. J'ai trop d'orgueil pour pouvoir oublier jamais la parole que vous venez de prononcer. Il s'affola. Certainement, il m'aimait, le pauvre garçon, et son agitation devait être touchante, mais sa fustanelle, ses grands pieds dans ses grandes bottes, les gesticulations de ses petits bras courts, ah, le pauvre Palicard. Il s'obstinait à me démontrer mes torts. J'avais ri de son amour, mais regardez-vous, lui criai-je à bout de patience. Est-il possible que vous ne sentiez pas à quel point vous êtes ridicule? Il y eut un silence, pendant lequel il tapa sur sa jupe pour en apaiser le tumulte. Il avait les yeux fixés sur moi, mais sans nulle tendresse. Il n'était plus qu'indigné. Adieu, madame, dit-il, tragique, et avec un bruit de poignard heurté et de calicot empesé, son fez toujours pendant au bout du gland trop lourd, balancé sévèrement par sa main nerveuse. Édouard le Palicard sortit pour ne jamais revenir. Les jours suivants, comme je m'étonnais d'avoir si peu de regrets de cette rupture, je me souvins qu'un qui s'y connaissait a dit « Rien ne rafraîchit le sang comme le souvenir d'une sottise que l'on n'a point faite et, vraiment, je crois que j'ai eu raison de ne pas épouser ce Palicard. X 30 ans, il y a très peu de femmes qui soient dignes du veuvage, dit souvent un vieil ami que j'ai. Il pourrait ajouter que la plupart d'entre nous sont même indignes du divorce. Les progrès du féminisme, je présume, nous amèneront quelques jours à goûter le charme des repas solitaires, l'ivresse de rentrer seul le soir,
l'intime satisfaction de n'avoir personne en permanence de l'autre côté du feu. Mais pour arriver à cette dignité supérieure, nous avons encore de la route à faire. Quant à moi, c'est depuis mon divorce que j'ai connu l'ennui. L'ennui de n'avoir pas de choses à faire pour quelqu'un. Mon premier voyage à Beyrouth m'ayant distraite, j'ai couru l'Europe pour m'occuper. Je suis allée au Maroc galoper de petits chevaux pas ferrés qui sautent comme des caniches. En Angleterre, remonter la Tamise sur des houseboats pleins d'étoffes Liberty. En Grèce, prendre la fièvre. En Autriche, regarder la passion verte de Dürer. Dans les glaciers de Suisse, rêver au primitif chaos. En Hollande, errer sur les eaux plates entre des villages peints en bleu. En Italie enfin, où m'est arrivée une histoire. Après avoir passé tout septembre à Florence, j'étais venue à Venise avec le projet d'y rester l'hiver. Je connaissais la Miss Sidon, une délicieuse femme de lettres anglaise, un consul agréable, et quelques artistes. Tous ces gens représentaient la possibilité de pouvoir, à l'heure du thé, causer sous les lampes. Je m'installais dans un appartement où un minuscule lit de fer, que décoraient des colombes affolées, se perdait dans l'immensité d'une pièce improbablement peinte à fresquer où il y avait, dans le salon, des meubles frénétiquement dorés, absurdement sculptés, qui se décollaient au moindre effleurement, et, sur les murs, des glaces énormes qu'encadraient des dragons tortillés, à figures stupides, avec quelques vieilles brocatelles jetées sur ces horreurs, beaucoup de fusains dans les beaux vases en terre cuite que l'on fait à Ponte-di-Brenta, de vieux fauteuils à velours élimés qui avaient l'air de se souvenir, et des fleurs. Je parvins à faire un endroit habitable de ce salon et je m'y trouvais bien. Venise me causa d'abord de l'irritation, pourtant l'idée qu'il en faudrait partir m'était désagréable. Elle me repoussait et m'attirait, l'étrange ville, comme font parfois les êtres que l'on doit un jour aimer passionnément. Après l'art florentin, la fantaisie de Venise heurtait mon rêve intime. Les plaquages de marbre, cette façon de n'orner que les façades des palais, comme s'il s'était agi de planter rapidement un décor, cet entassement de fragments pris partout et rapprochés sans système déterminé, l'excès des colorations, le tumulte des formes me choquait. Sa marque même, le grand reliquaire, me semblait l'œuvre de barbares épris du seul faste des reluisances. Ce peuple, de tout temps, avait manqué de vie intérieure, et pourtant quelle magie dans les aspects changeants de ces architectures. Je n'admettais pas encore que déjà j'étais séduite, et il y avait dans ma pensée un conflit dont je m'énervais avec un plaisir infini. J'avais de grandes discussions intérieures qui me mettaient en une telle distraction qu'il m'arrivait parfois de m'arrêter tout au bord d'un canal au moment juste d'y tomber. Je fus un jour tiré de l'un de ces engourdissements par un choc à l'épaule immédiatement suivi d'un scusi auquel probablement je n'avais aucun droit. J'entrevis à peine l'homme sur lequel mon hypnotique rêverie m'avait jeté, et je repris mes importantes confabulations, car enfin, qui discuterait que le chœur de San Giobe et les deux petits hôtels de Saint-Marc soient les meilleurs morceaux de sculpture ornementale que l'on trouve à Venise? Eh bien, ils ont été faits par des Florentins alors, mais l'envie de conclure en sévérité pour l'art vénitien me fit défaut, ce choc à l'épaule m'avait dérangé, ou bien il y avait dans mon voisinage quelqu'un à qui il allait falloir dire bonjour. Je ne me sentais plus seul sur ce quai. Il faisait sirocco ce jour-là. Le sirocco vénitien est un petit vent assez spécial, presque insensible, et qui donne alternativement envie d'injurier son prochain avec amertume et de l'embrasser sans mesure, un petit vent de velours tiède qui se roule autour du corps, abattant les énergies, conseillant les voleries exquises aux membres et aux sœurs. Par le sirocco on tient particulièrement à être heureux, on ne peut se passer d'être aimé, on souhaite s'étendre, pleurer, dormir, mourir. J'adorais le sirocco, mais il me perturbait singulièrement, et ce soir-là plus que de coutume. Il me donnait soif aussi, et j'allais m'installer devant le café Cadri pour prendre un gelato au citron. J'étais à peine là, lorsque quelqu'un vint s'asseoir derrière moi, et si près que ma chaise fut heurtée, puis immédiatement le malaise vague déjà éprouvé quelques instants plus tôt se précisa. Je sentis que j'étais regardée fixement avec des yeux qui voulaient me faire retourner. En Italie, il suffit d'avoir l'air d'une étrangère pour exciter l'attention bienveillante de tous les hommes de 12 à 90 ans. Il était donc assez vraisemblable que j'eusse dans le dos un monsieur qui m'honora d'une flatteuse investigation, et n'attendit que la plus mince occasion de me témoigner sa sympathie. La probabilité d'une telle contingence me retint de faire aucun mouvement pour vérifier l'exactitude de ma supposition,
qui bientôt est sans nulle cause devint une certitude, alors ma raison de ne pas bouger devint autre. Il faisait sirocco, cela suffit à tout expliquer. Ce regard que je sentais sur moi me jetait dans un trouble vif qui peu à peu s'augmenta en peur. Une peur dont l'absurdité même était délicieuse. Je me sentais être tout près d'un danger au fond duquel il y aurait eu un irritant délice. Les mouvements que je faisais pour manger ma glace me paraissaient pleins de péril. On a des impressions semblables tout enfant. Lorsque l'on sent un spectre ou un voleur dans l'obscurité de la chambre et que l'on croit que le geste d'une main sur le drap du lit va précipiter sur soi la terrifiante apparition autour de moi et une menace tournait, j'en avais le cœur palpitant. Et pour rien je n'aurais voulu m'en aller. Je regardais les arcs de la cathédrale, dont le sommet était sabré d'un grand coup de soleil couchant, puis les flâneurs nombreux, et j'éprouvais une joie à me dire que tous ces gens ne pouvaient pas se douter que dans mon immobilité je défiais avec un héroïsme effrayé un danger terrible et délicieux que j'avais là, juste dans le dos. On a des amusements un peu toqués les jours de sirocco. Cela dura longtemps, ma glace était finie et payée, au moment où, après avoir engouffré ma monnaie dans la poche de son sale pantalon noir, le garçon s'en allait. Mon ennemi dit, un altro gelato prego. C'était bien une voix d'homme et même il me parut l'avoir déjà entendue. L'idée que ce personnage dont je m'épouvantais avec tant de plaisir m'était connu, m'indigna. Quel imbécile! Sans doute on me l'avait présenté quelque part, et il faisait effort d'attirer mon attention pour le plaisir de parler avec quelqu'un. Je le détestais terriblement, j'avais envie de m'en aller. Mais à Venise on passe son temps à n'avoir pas l'énergie d'accomplir les choses dont on a envie, et je restais là, fatigué, énervé, à me redire que je serais bien mieux chez moi à lire, ou même à dormir. Un frottement de chaises, on se levait, effleurant ma jupe, on passait, à 2 pas de moi, on s'arrêtait. Bien entendu il ne fallait regarder par là sous aucun prétexte, je regardais. Il était grand, maigre, roux et blanc, la taille étroite, le profil aiguisé, ses yeux d'un noir âcre tranchaient durement dans la pâleur de sa face, il avait un retroussi de moustache insolent, une courte barbe en pointe, il était très bien et jamais on ne me l'avait présenté, où donc l'avais-je vu alors? Avec une petite secousse, la mémoire me revint, c'était contre lui que je m'étais heurté une demi-heure plus tôt, sur le quai, parfaitement, et je le regardais sans nulle retenue. Lui aussi me regardait de haut en bas, et ses yeux audacieux avaient un air de dire « Soyez heureuse, je daigne vous trouver très bien ». Il comptait probablement rester là jusqu'au lendemain, mais subitement envahi par un sentiment vif de ma dignité qui me donna un aspect des plus prétentieux, je me levai et je rentrai chez moi. Il m'escorta à distance, trouvant commode, je suppose, de savoir mon adresse. Lorsque je sortis le matin suivant, je le trouvai sur le pont qu'il me fallait traverser. Il s'effaça pour me faire la place plus grande et je reçus d'assez près le choc de ses yeux conquérants, dans lesquels il y avait un sourire de complicité. Pendant les 2 heures que dura ma promenade, il fut derrière moi, à une longueur d'ombrelle. Ce monsieur roux commençait à m'agacer un brin, à la manière dont Venise m'agaçait, car en ne le trouvant pas à ma porte l'après-midi, je fus déçu. Je m'en allai au musée et tout de suite je tombai en arrêt devant le petit profil d'homme dont on a cru longtemps que c'était le portrait de César Borgia, puis celui du marquis de Pescaire, et qui, en résumé, avait surtout l'air d'être le portrait de mon monsieur Roux. Je restai un temps considérable à examiner l'arête aiguë de cette froide et fine figure. Cela devait avoir été un homme abominable, vicieux, pervers, sans pitié, capable de tout, en somme. J'énumérai le détail des choses contenues dans ce tout. Quelle belle liste de péchés capitaux cela faisait. J'en avais les joues chaudes. Après avoir sans succès tenté de m'intéresser aux curiosités du musée, j'y renonçai. Il y a des jours où l'on n'a de sensibilité que pour un seul tableau. Je revins au César Borgia. Cette ressemblance était vraiment curieuse et bien inquiétante pour qui, comme moi, croit que la figure que l'on a c'est l'expression précise de l'âme que l'on a. Si le monsieur Roux ressemblait à ce point à César Borgia, c'était donc un gardien découragé vint m'annoncer que l'heure de la fermeture était sonnée depuis 10 minutes. Je me fis conduire à la place. Il serait là, bien entendu, comme tous les Vénitiens à pareille heure. Eh bien non, il n'y était pas, ni sur le quai, que je remontai jusqu'au jardin public. Je courais après lui, voilà un fait. C'était vif. Je m'adressai quelques observations sur l'indécence de ma conduite, mais quelqu'un prit la parole en moi pour m'affirmer que j'avais le devoir d'encourager tout ce qui marquait une reprise de ma vie psychique.
Ce quelqu'un-là eut tout le succès, jusqu'au moment où je rentrais éreinté d'avoir trop marché, et légèrement splénique, parce que je n'avais pas aperçu César Borgia. Chez moi il y avait une invitation du consul d'Autriche à retrouver sa femme le soir même au théâtre Goldoni, où Novelli commençait une série de représentations. Je réfléchis longuement pour choisir sans erreur celui de mes chapeaux qui allait le mieux, et, à 8h30, j'entrai dans la loge du baron de Ros. J'avais bien deviné, César Borgia était dans la salle, mais il sembla ne pas même m'apercevoir. Mon chapeau fit long feu, si l'on peut risquer une métaphore à ce point audacieuse. Le consul avait de l'esprit, et Novelli beaucoup de talent, pourtant je me serais solidement ennuyé si ma vitalité n'avait été surexcitée par un désir féroce de savoir le nom de mon infidèle admirateur. Jusqu'à la fin de la soirée, je remis de minute en minute la question palpitante. Enfin, au dernier entr'acte, comme le misérable causait à 2 pas de notre loge, sans paraître se douter de ma présence, je me risquai à dire en étouffant un bâillement de suprême indifférence: « Connaissez-vous ce personnage roux qui ressemble au César Borgia du musée Coré? Oui, je crois bien. C'est le comte Andrea Manni, le dernier descendant d'une des plus vieilles familles vénitiennes. Est-ce qu'il ressemble vraiment à César Borgia? C'est un homme charmant. Je vous le présenterai si vous voulez, il pourrait vous être utile, il connaît toutes les pierres de Venise, et il s'entend à merveille en objets d'art. Oh, merci, je n'y tiens pas, répondis-je à peine poliment. Non, 100 fois non, je ne voulais pas me le faire présenter. Il ne manquerait pas de croire que j'étais éprise de lui, et Dieu sait qu'il ne m'intéressait même pas, vraiment pas du tout. Le lendemain, à 4h, lorsque j'entrai dans l'immense galerie arrangée en atelier où Miss Sidon recevait ses amis chaque vendredi, j'eus un frisson en apercevant l'homme roux dont l'étroite et longue silhouette baignait dans l'ombre, tandis que sa figure, touchée par un peu du jour mourant qui tombait de haut, émergeait du fond enténébré avec cette blancheur mystérieuse et fascinatrice qui épeur et retient devant les portraits anciens. Lorsque la gentille poétesse nous nomma l'un à l'autre, je fus soudainement convaincu que la vie est un amusement exquis. Monsieur Manni partait admirablement le français, son très léger accent piquait ses paroles d'un peu d'excentricité très plaisante. Il avait tout de suite de l'esprit, et il écoutait avec une grâce dévotieusement admirative qui adoucissait sa coupante figure. Il me demanda si j'étais à Venise depuis quelques jours déjà, et où je demeurais, avec une si parfaite candeur que je crus qu'il ne me reconnaissait pas. J'étais outré. Ne pas être reconnu est toujours fort offensant, mais cela devient intolérable lorsque c'est par un homme qui vous a suivi pendant des heures, et duquel on s'est abandonné à s'occuper vivement. Je laissai le personnage où il était et j'émigrai vers le piano à queue dont quelqu'un tracassait les touches. Odile chérie, vous devriez nous chanter quelque chose, ce serait si adorable de la musique dans ce twilight, dit Miss Sidon. Le chant, c'est le seul moyen que j'ai jamais trouvé pour m'exprimer à moi-même d'une façon qui me satisfasse. Lorsque je chante, je sens parfois que ce que j'ai de secret et de meilleur dans l'âme sort de moi et se livre. C'est aussi mon moyen de détendre mes nerfs. Or, je les avais fort tendus à ce moment. Je tirai mes gants et je me mis au piano. La nuit était presque complète. Il n'y avait plus de vivant dans la grande pièce que des rouges de velours et de petits angles de dorure aux boiseries. Les figures s'effaçaient, et les froissements d'étoffe que faisaient les gestes avaient quelque chose de furtif. On eût aimé parler bas ou se taire longuement. Je chantais un air des paysans de la Volga que j'avais noté l'été précédent en voyageant par là. Un chant onduleux, traînant, dont les cadences simples s'éteignaient en murmures. Un chant pour la grande plaine, la plaine infinie, monotone, qui s'étend devant le rêve triste des travailleurs lassés et sans espoir. Un chant aussi pour ce crépuscule dans cette ville morte. Lorsque la dernière note fut éteinte, il y eut un de ces beaux silences au fond desquels on devine l'émotion. Puis, brisant l'engourdissement, des gens s'approchèrent pour me féliciter. Une nouvelle visite arrivait, Miss Sidon tourna un commutateur, et d'un vaste lustre une trompe de lumière bondit dans la pièce, léchant de blanc les murs. Monsieur Manni était debout tout contre le piano, il me regardait, sa pâle figure était plus pâle, ses narines sèches se crispaient, et ses yeux brûlaient. Lorsqu'on atteint leur fibre artiste, on obtient des gens de ce pays-là de vraiment bien belles expressions. Il se rapprocha, il allait parler, mais quelqu'un s'interposa, et je n'eus de son émotion que ce magnifique et inoubliable regard. Comme je me levais pour partir, il s'approcha de moi et dit « À quelle heure puis-je avoir, madame ?»
Quelque chance de vous trouver chez vous, je suis toujours rentré à 5 heures, répondis-je, faute d'assez de présence d'esprit pour dire autre chose qui valait mieux. Il courba devant moi son grand corps mince avec cet air sacerdotale gravité que prennent d'ailleurs tous ses compatriotes lorsqu'ils veulent témoigner aux femmes leur vénération. Le lendemain, à 5 heures, il apparut. Tout de suite je m'aperçus qu'il avait l'âme tragique, et qu'il tenait à ce que je m'en aperçusse. Cela ne fut pas sans me donner de l'inquiétude. Il y avait si peu de raisons pour que ce monsieur que je ne connaissais pas eût ainsi des lueurs assassines dans les prunelles. Ses premières paroles furent des louanges hyperboliques et sombres sur la manière dont j'avais chanté la veille. J'aurais voulu vous remercier, mais j'étais trop exalté. La musique a sur moi une telle action dans certaines circonstances. Hier, par exemple, la tristesse de cet air, votre admirable voix, la passion et la douleur que l'on devinait en vous, tout cela a ramené devant mes yeux ma jeunesse, la belle heure où j'entrais dans la vie avec de grands espoirs, des croyances de patriotisme, d'amour, d'art, et où tout ce qui était ou me semblait devoir être la conquête de mon ardeur et de ma pureté, il s'interrompit. Sur les figures italiennes l'expression se renouvelle avec des déclenchements d'une incroyable rapidité. Il y avait sur la sienne lorsqu'il dit ces derniers mots, une amertume qui, en la vieillissant, la rendait douloureuse et mauvaise. Quel drôle de personnage! Je dis bêtement, vous êtes bien aimable. Il se mit à arpenter la pièce avec une terrible agitation. Il parlait beaucoup et très vite, comme s'il eût voulu m'étourdir et s'étourdir. Je répondais par monosyllabes de toute insignifiance. Cette course qu'il accomplissait me prenait sur les nerfs. Ce fut pire encore lorsqu'après avoir essayé dans tous les sens le tapis du salon, il jugea définitivement que l'espace qui convenait à sa déambulation était celui laissé libre de meubles juste derrière le canapé où j'étais assise. De temps en temps il s'arrêtait tout contre moi, sa volubilité augmentait, Cima Bugiotto, Scarcione, Jacobello del Fior carambolait dans son discours, il pleuvait des dates, il grêlait des citations. Je faisais l'effort de me tourner vers lui. Par politesse, il reprenait immédiatement sa course, et comme si mon mouvement eût dérangé l'architecture de ses idées, il prononçait quelques paroles véritablement incohérentes. Impatienté, je finis par renoncer à le regarder, et cette absurde conversation dura jusqu'à un moment où, pour m'expliquer toutes les raisons que l'on a de croire que Giovanni Bellini était un enfant adultérin, sa voix prit un accent si extraordinairement rageur et féroce entre ses dents serrées, que je ne pus m'empêcher de me retourner pour voir quelle figure il avait. Au même moment, il se penchait vers moi, ce qui fit que je trouvai plus près de la mienne que je n'eusse souhaité, cette figure dont j'étais curieuse. On y voyait la blancheur des dents dans un rictus mal rassurant, et 2 yeux. À quels yeux? Il avait la main droite levée sur moi et, dans cette main, un acier qui s'armait d'un scintillement bref. Il me courut du froid comme de l'eau sur tout le corps. Je me levai, reculant dans la direction de la sonnette. « Qu'avez-vous? Que voulez-vous? Dis-je d'une voix de colère et de peur. Je m'aperçus que l'objet d'acier était une paire de ciseaux, mais je ne jugeai pas que ce fût là une raison pour me rassurer. Monsieur Manny sourit, et probablement il y avait du mépris pour mon peu d'héroïsme dans ce sourire-là, mais cela me fut très égal. Est-ce que vous croyez que je veux vous assassiner? Dit-il du bout des lèvres. Très hautain et extrêmement décoratif. Qu'est-ce que c'est que cela? Demandai-je en indiquant les ciseaux des ciseaux. C'est facile à voir. Pourquoi faire pour couper une mèche de vos cheveux? J'ai pensé que si je vous la demandais vous la refuseriez, alors j'ai apporté des ciseaux, pour la prendre moi-même. Voilà tout. Vous abusez étrangement de la facilité que, vous prenant pour un homme bien élevé, j'ai mis à vous recevoir. Je vous aime. Les femmes qui ne se sont pas entendues dire ces mots, la part en italien, ont encore bien des choses à apprendre. 10 minutes plus tard, j'étais assise dans un fauteuil, Andrea Manny, à genoux, parlait et j'écoutais. J'en suis encore étonnée lorsque j'y songe, mais c'est un fait positif qu'il s'en alla emportant sa mèche de cheveux. Cela m'a gêné longtemps pour me coiffer, cette taille qu'il fit sans scrupule au beau milieu de ma nuque. Sincèrement, je crois que je n'étais pas amoureuse de lui, mais comme j'aurais regretté qu'il ne fût pas amoureux de moi. On a toujours rêvé entre 18 et 25 ans d'une passion que l'on inspirerait, si complète que la vie de l'amoureux en fut toute prise, toute bue, comme un liquide par une éponge. On a souhaité trouver un être d'assez d'élégance et de style pour que les actes excessifs et ridicules accomplis par lui pour nous eussent toujours de la beauté, et qui fût ensemble dangereux et dompté. Andrea Manny réalisait ses insanes désirs. Pendant 2 mois, il fut présent partout où j'étais,
passa des nuits à regarder mes fenêtres, témoigna des jalousies furieuses qu'abattait un mot de câlinerie, se donna en spectacle avec une magnifique indifférence, me fit jouir admirablement de la sensation constante de son désir fou et de son respect. Il avait beaucoup de talent, vraiment. Chaque matin, à mon réveil, je recevais une lettre de lui avec des fleurs. J'ai gardé ces lettres et je les relis quelquefois, elles sont admirables de variété dans l'éloquence passionnelle. L'après-midi nous courions Venise ensemble, il m'en montra tout ce que bas et de quai ignore, et à travers sa brûlante admiration je compris les secrètes splendeurs de la belle noyée. Nous allions aussi souvent chez les antiquaires, mon goût de bibelot s'était réveillé, et grâce à mon cavalier servant, je fis quantité de folies qui me parurent d'excellentes affaires, tant il mettait de sauvage énergie à défendre mes intérêts. Ces Italiens sont tellement voleurs, disait-il en riant lorsque je lui reprochais la dureté insolente avec laquelle il traitait parfois les nobles et sordides seigneurs dans les palais délabrés desquels nous allions acheter des marbres encore scellés au mur, des portraits de famille sertis dans leurs boiseries. À 5 heures, le plus souvent, nous rentrions prendre le thé, et je lui faisais de la musique. C'étaient les moments périlleux, et non les moins agréables. La musique lui troublait beaucoup la tête et à moi aussi. Les premiers jours, il baisa mes mains, l'ourlet de mes robes, puis il s'attaqua à mon front, et après ce fut le tour de mes yeux, d'où sans guère attendre il en vint à ma bouche. Alors ce fut installé, organisé comme si nous en étions convenus que, chaque soir, je devais passer une demi-heure à être embrassé, et comment? Ah qu'il embrassait bien, cet Italien, quelle douceur dans la force du geste dont il m'enveloppait, et avec l'instinctive génie il devinait le moment où l'énervement de ses caresses allait devenir désagréable. Comme il cédait à mon plus léger effort pour me dégager de lui, je m'étonnais qu'avec ces figures de démence amoureuse qu'il avait, ce bouleversement si fort que je constatais au battement furieux de mon cœur. Il fut toujours assez maître de lui pour ne jamais risquer le geste en trop dont je me serais effrayé. Il attendait peut-être de ma part l'aveu de la faiblesse nerveuse qui livre tout l'être. Ou bien voulait-il m'amener à prendre de sa savante tendresse un goût et une habitude qui m'en fissent un besoin? Songeait-il à m'amener à vouloir l'épouser? Je ne l'ai jamais su. Je ne pensais pas à ces choses, je ne pensais à rien, pas même à ce qu'il y avait d'assez vilain dans cette habitude d'embrasser avec un si vif plaisir un homme pour lequel en somme je n'avais pas d'amour. Je goûtais la griserie qui venait de lui à mon esprit et à mes nerfs, sans même m'inquiéter du danger de devenir sa maîtresse un beau jour, sans m'en être douté. J'ai eu un automne terriblement immoral cette année-là. Venise est un endroit où l'indolence et la flânerie étant des nécessités absolues, le potin a une vitalité des plus actives. Partout on eût causé d'André Magny et de moi, là on ne causait plus d'autre chose. Miss Sidon, dont le gracieux esprit était légèrement teinté de pruderie anglaise, m'en informa en me demandant si, comme elle le supposait, les encouragements que je donnais à la passion du comte Andrea témoignaient de ma résolution de l'épouser. Je répondis avec beaucoup d'ahurissement et un peu de confusion, tant cette demande me surprit, et je rompis très vite l'entretien. Il y avait des gens qui me supposaient l'intention de me remarier. N'était-ce pas fou? Et avec un homme sur lequel, en somme, je ne savais rien. N'était-ce pas insolent? Je m'aperçus pour la première fois d'avoir eu quelque imprudence dans ma conduite extérieure, et bien plus que de l'imprudence dans mes agissements intimes. Comment avais-je pu embrasser aussi souvent un monsieur sur lequel j'étais si mal informé que j'ignorais jusqu'à son adresse? Quant au fond de sa vie, à son passé, à sa fortune, à sa famille, j'en aurais su moins encore, s'il y avait un, moins que pas. Je résolus de me renseigner sur lui un peu profondément, non que j'eusse l'intention de l'épouser, quoique ce fût une chose à examiner, mais pour savoir enfin. Et comme début dans mes investigations je lui demandai où il demeurait. Il parut troublé, énervé comme s'il se fût agi d'un secret effrayant. Cela piqua mon inquiétude et j'insistai en déclarant que je souhaitais aller chez lui pour regarder les bibelots qu'il ne pouvait manquer d'avoir. Il répondit avec une extrême énergie qu'il préférait tout à mettre une occasion de me compromettre, et qu'il ne consentirait jamais à une telle chose. La véhémence inutile qu'il mit à dire cela me donna la conviction que, ainsi que beaucoup de Vénitiens qui habitent surtout la place Saint-Marc, les théâtres et les cafés, il devait être fort mal logé. Il était toujours admirablement mis, cela m'avait empêché jusque-là de songer qu'il pouvait être pauvre. L'idée m'en fut extrêmement désagréable je ne sais pourquoi, et je me décidai à aller chez Miss Sidon, qui paraissait le connaître beaucoup, pour avoir d'elle des éclaircissements sur ce point et sur tous les autres.
Je donnai rendez-vous à mon Anglaise et je décommandai mon amoureux, qui devait m'accompagner ce jour-là chez un marquisène, avec lequel j'avais une affaire difficultueuse au sujet d'un achat d'instruments de musique que le dit marquis ne voulait pas me laisser pour le prix que j'en offrais. Comme je m'habillais pour aller trouver Miss Sidon, on me remit la carte du marquisène, qui demandait à me parler. Je le reçus, enchanté de penser qu'il venait me dire que l'affaire des instruments était faite. Je le trouvai au milieu du salon, debout, son chapeau roussi à la main, portant haut sur la crasse de son col de velours une magnifique tête à barbe blanche soyeuse, à vastes yeux noirs embusqués sous l'ombre des arcades sourcilières, à bouche hautaine. Il parlait assez bien le français, mais avec un terrible accent. Excusez si je dérange, madame, commença-t-il après m'avoir fait un salut de chambellan, mais c'était mon devoir. Je viens vous dire, à propos des instruments de musique, que nous pourrons nous entendre, à condition que le comte Morny ne s'en occupe pas. La fatuité féminine se développe beaucoup en Italie. Je crus que ce vieil homme allait me faire une déclaration et je relevai le nez avec beaucoup d'insolence en disant « Je n'ai pas le plaisir de vous comprendre, monsieur. Certainement, certainement. Je vais m'expliquer. Le comte Morny a pris l'autre jour avec moi un ton qui ne convient pas du tout, surtout devant une dame. Les N avaient déjà donné des doges à la République avant que l'on connût seulement le nom de Morny. Le comte Andrea croit, parce qu'il a l'honneur d'être votre ami, qu'il peut prendre certaines manières. Il a tort, cela ne convient pas. Je suis pauvre, madame, mais mon père a été le dernier inscrit sur le livre d'or de la République. Et ma famille, monsieur, je ne doute pas de tout cela, mais en quoi cela intéresse-t-il notre affaire? J'étais agacé et je parlais très sec. Vous allez voir, précisément, notre affaire, c'est la chose, la difficulté que nous avons, et je regretterais tant que ce ne soit pas vous qui ayez les instruments. Le Kensington Museum m'en offre le même prix que vous, mais je préférerais vous les donner, vous êtes tellement sympathique, et ce sont des instruments qui étaient dans ma famille au temps où Alvise Monsenigo. Je vous en prie, abrégeons. Je suis pressé, oui, j'ai fini, je vous demande 1000 francs de plus que vous ne voulez donner. Ces 1000 francs, c'est justement la commission qu'exige sur l'affaire le comte Morny, et c'est parce que je ne veux pas les lui donner qu'il a été aussi insolent avec moi, comme vous avez vu. Qu'est-ce que vous dites, fis-je en me rapprochant du vieil homme qui, d'un air si digne, ressemblait à un portrait du Tintoret, et je dis, comme tout le monde sait à Venise, que le comte Morny touche un intérêt sur tout ce que vous achetez et qu'il est très dur. Je sais bien qu'il faut vivre, mais il a de mauvaises manières avec des gens de plus ancienne famille que lui, et ça, il ne faut pas. Si vous faisiez vos affaires vous-même, cela vous coûterait moins cher. Voilà ce que je suis venu vous dire, parce que vous êtes si sympathique. J'étais sidéré. Quel canaille que ce vieux portrait. Je jetai d'un ton cinglant, vous mentez. Monsieur Morny est incapable d'une vileté pareille. Il est fort aimable, c'est un bel homme, dit le portrait avec un sourire assez ignoble. Je comprends qu'il vous plaise, mais il ne faut pas vous mettre en colère. Je ne mens pas. Écoutez-moi, la semaine dernière, vous avez acheté une chape 800 lire chez Richetti, le comte en a touché 200, puis, sur la Pietà en marbre que Gavagna vous a vendu 4000, il a eu 900 lire. Sur la Madonna que vous avez payé 1500 à un certain Zanobi au Frari, il a eu la moitié. C'est être vraiment. Mais tous ces gens-là sont des marchands. Moi, je suis un gentilhomme et je ne veux pas lui donner 1000 lire. Si vous voulez traiter l'affaire directement, faites-moi le plaisir de sortir.